je suis Mayolek et je suis un fan modéré de Scooby-Doo. Pour avoir suivi pas mal d'itérations de la franchise, parce que bordel on l'a redémarré plus souvent qu'une Volvo, j'avoue avoir pris un certain plaisir relatif à suivre les aventures cartoonesques de cette équipe d'enquêteurs démasqueurs, qui a su même parfois bien évoluer avec son temps. Parfois. Et s'il y a une incarnation qui a divisé les fans, c'est bien celle que la Malas Nitram m'a proposée aujourd'hui. Car en 2002 est sorti un film Scooby-Doo assez décrié. Et j'aime bien. Bon, je ne vais pas défendre tout. Clairement pas tout. L'humour parfois lourdingue, l'image de synthèse dégueulasse, plusieurs grossièretés scénaristiques. C'est un film plein de défauts. Mais il pose une ambiance qui sait marcher. L'humour reste majoritairement percutant, l'action est fun par moments, on a une approche de mélange entre la satire et l'hommage sincère qui se ressent pleinement dans l'atmosphère, et le tout est porté par un casting excellemment choisi qui fait briller les caractères de nos personnages. Vous faites comme d'habitude. Ça n'excuse pas tous les problèmes qu'on peut déceler, mais ça les compense suffisamment pour offrir une expérience sympathique. Et j'aurai la même chose à dire sur la suite, en mieux. Scooby-Doo 2, Les monstres se déchaînent, a été lancé 2 ans après le succès en salle du premier volet. Avec toujours le même réalisateur, on en parlera, ce second film n'aura pas connu le succès commercial du premier et marquera la fin de cette incarnation. Et je trouve ça légèrement injuste. Certes, l'aspect satirique était moins poussé, mais l'humour était plus percutant et les personnages ont davantage brillé. C'est un film qui a su se montrer légèrement supérieur à l'original en termes de fun pour moi. Même si les grossièretés de départ ne se sont pas évaporées non plus. Et comme c'est un terreau fertile pour un pinailleur comme moi, ça va un peu doubler le fun. En avant pour Scooby-Doo 2. Après une intro relativement classe où on nous montre directement qu'un ptérodactyle est de sortie, la bande inaugure un nouveau musée consacré à leur grand succès. Petite question, c'était quoi cette substance? Pardon? Monsieur me fait un immense honneur. Je rêvais que vous déversiez votre liquide épais sur moi. Sinon, on nous dépeint des fans de tous bords. Coucou, on est fous de vous. On vous a tatoué en couleur sur nos torses. Regardez. C'est trop gentil. Vous savez, ça m'étonnerait pas que ce gag soit tiré d'une anecdote de la vraie vie de Sarah Michel Gellar. On essaye de sous-entendre qu'il aime se défoncer. C'est assez subtil. Remarque, ça l'est par rapport au premier film. Je m'appelle Marie-Jeanne. Mordicus, c'est mon prénom préféré que je préfère. Ils présentent ainsi les costumes de leurs anciens grands ennemis, et l'un d'eux semble plus vrai que nature. Attendez, c'est le monstre de l'intro? Comment il a réussi à entrer et se subtiliser au costume dans une salle bondée sans se faire repérer? Mais pas le temps d'y réfléchir, car Vera a un béguin! Faut croire que son amourette du premier film n'a pas duré. Vu le développement qu'on leur a alloué, c'est compréhensible. Et il faut reconnaître que Seth Green est un bon cran au-dessus. Je vous souhaite une étroite collaboration avec notre Vera pour enrichir votre patrimoine. Coquinette! La relation qu'ils nouent arrive à être à la fois un peu mignonne et drôle. Il va y avoir un symposium sur le raisonnement syntaxique dans les cerveaux de criminels. Cette tendance qu'ont les criminels de marquer l'interrogation en laissant le sujet à la place qu'il occupe dans la phrase déclarative. J'apprécie qu'on nous balance pas juste aléatoirement des mots savants, ça a un sens. Malheureusement, ce sera pas tout le temps le cas. Mais un orage malfaisant vient ouvrir la cage du ptérannosaure et même si c'est pas du grand art, il y a de la nette amélioration de l'image de synthèse par rapport au premier opus. J'arrive à faire l'effort de croire que c'est là. C'est déjà ça. Il faut qu'on sauve Sammy et Scooby. Ça va pas lui plaire à Daphné, ils lui ont piqué son truc. C'est la débâcle et le grand méchant mystérieux vient glousser. Oui, quand on y pense, cette attaque c'était surtout un grand nananananer. Et suite à cette déconfiture, la presse fait ce qu'elle fait de mieux. Plus le piédestal est haut,
plus la chute est dure. Ce fut le désastre total. Vous êtes sûr qu'elle parle pas des recettes du film, là? Sous l'œil des caméras causèrent des dégâts incalculables. Heureusement, nos caméras ont pu filmer la scène sous le même angle que celle du film. Notre petite ville de Coolsville peut bien se débrouiller toute seule. J'ai jamais dit ça. Notre petite ville... Enfin, je veux dire, être condamnée si, à je l'ai dit, mort. mais elle l'a sorti du contexte. Ouais, journalisme. Le duo dynamique se sent mal. Quand on y repense, c'est vrai que chaque fois qu'ils ont un plan, on l'a toujours fait capoter. Pas tant que ça dans le premier film. J'irais même jusqu'à dire que tu leur as sauvé les miches, Samy. Pour se rattraper, ils essayent de se mettre dans la peau des sérieux de la bande. Un peu trop littéralement. Scooby! Ces bottes-là vont trop pas avec ce col roulé. Le groupe se ressasse le méchant qui jouait le monstre ptérosaure avant, un mec qui pratiquait la science du TGCM et qui semble le coupable tout désigné, mais qui a été déclaré mort en tentant de fuir de prison. On n'a jamais repêché son corps. Ça ne peut clairement pas être lui. Ils vont alors enquêter chez son ancien codétenu récemment libéré, un ex-ennemi à eux également. Alors, soit le monde est petit, soit la moitié des criminels de l'endroit opèrent en se déguisant en monstre. On a vu plus loufoque comme logique d'univers. Seulement, en sonnant à la porte, ils sont pris dans un piège ultra élaboré qui a dû coûter une fortune à faire. La vente au noir a dû beaucoup rapporter en prison. C'est une bonne excuse pour fouiller alors qu'il n'y a personne à la maison, cela dit. Alors là, on se sépare et on cherche des indices. Scoob et moi de ce côté-là. Oui. Viens, Scoob. D'accord. Il m'a volé le truc que moi, je dis. Non, la moitié de ce qui me rend indispensable. Arrête de t'accaparer nos rôles, Samy. Et pour appuyer que la finesse n'est pas toujours au rendez-vous... C'est drôle parce qu'il est con. Si ça c'est pas de l'harmonie entre générations. Mais alors qu'ils trouvent un vrai indice, c'est là qu'un autre monstre réanimé les attaque. Ça c'est du Scooby-Doo au pied de la lettre. On ne pourra pas leur reprocher de ne rien comprendre au matériau de base. Mais Buffy, la tueuse de vampires, vient s'y frotter. Et là j'avoue que c'est un rajout total des films. Daphné n'a jamais été réellement définie comme une experte au combat avant ça. Je me demande ce qu'ils en auraient fait si ça avait été une autre actrice. Trouvez le point faible d'une créature. Prenez le carré de l'hypoténuse entre la position actuelle du soleil. Repérez un point à 9 mètres au-dessus du niveau de la mer. Jetez les centimètres carrés. Oh, nique ta mère. Défoncez la gueule de la science en divisant par pi au carré et vous obtenez un gag éculé. En plein dans mes tableaux ronds. Après cette aventure, Vera, Fred et Daphné font des recherches sur ce qu'ils ont trouvé et Laurel et Hardy veulent enquêter dans leur coin, donc se trouve une excuse pour partir. Scooby dit qu'il se sent pas bien. Il a un peu la rage. Bon, il faut que je parle de l'humour de Raja Gosnell. Alors, ce n'est que spéculation personnelle, car évidemment une bonne partie de la comédie du film vient de l'écriture de James Gunn. Mais sincèrement, c'est pas très dur de se faire une idée de qui est responsable de quoi. Quand c'est délectablement osé, ça vient très certainement de Gunn. Je combats des fantômes et des loups-garous. Mais eux, je sais qu'en principe, on les démasque et puis qu'à l'intérieur, il y a un petit bonhomme racorni et terrifié. Eh bien là, ce sera pareil. Et quand c'est basique, c'est sans doute Gosnell. Mais c'est du basique qui en fait assez pour provoquer une réaction chez moi. Comme la scène où Daphné relook Vera pour la mettre en confiance face à son amoureux, et que ça se passe pas bien. Oh, c'était mon vêtement, je vous le jure. C'est débile. Et pourtant, il y a une volonté de mise en scène et de jeu pour faire passer la blague. Et ça crée une sorte d'équilibre fascinant qui me fait un peu marrer, même si je reconnais que c'est nul. Ce réalisateur a cette capacité à me faire rire à partir de médiocre et, à titre personnel, c'est un peu captivant. Et c'est pas pour dire que c'est tout le temps comme ça. L'humour de Gosnell peut être totalement à chier quand il veut. Quand Sammy et Scooby s'infiltrent dans un bar malfamé, déjà c'est complètement con que personne ne reconnaisse le chien en image de synthèse, et même qu'une femme tombe sous son charme. Salut, beauté. Les précurseurs d'un genre sur internet, mais surtout... Faut que j'aille arroser les marguerites. Surtout, tu te fais pas remarquer. Ah, je me demande s'il va se faire remarquer. C'est presque un incontournable des films de Gosnell. Nos persos qui se font un numéro de danse branché pour amuser les enfants.
je crois. Je sais pas s'il voit ça comme un quota de film familial ou si c'est un de ses fétiches personnels. C'est Scooby-Doo! Et ça, c'est le pote ringard du clébard! Les perruques et les chapeaux sont magiques dans cet univers. Bref, la phase qui suit sert à poser les suspects. Le plus évident qui n'est clairement pas coupable, l'intello-pélâtre qui décide de surjouer pour le LOL. Je vous ai! C'était une blague, celle-là elle était excellente. T'as un problème de schizophrénie, mon pote? Et la journaliste déplaisante dans un rappel sympathique d'un des meilleurs échanges du premier film. Aussi sûr que vous savez que je suis devant vous. Vous savez que je sais que vous savez qui vous êtes. Vous êtes lui qui est une femme, qui est vous. Sauf si vous saviez que j'allais tout comprendre et que vous m'avez dit de ne pas aller au château pour que je croie que vous vouliez que j'y aille, pour que je n'y aille pas. Ce que vous vouliez surtout pas que je fasse. Sammy et Scooby suivent l'ex-détenu en réussissant grâce à la magie du script forcé à ne pas se faire repérer. Encore ces saletés de buissons qui braillent en pleine nuit. La sénilité est là. Et après encore un peu plus d'hommage cartoon, il fuit un autre monstre et se retrouve dans un labo secret pour la pire scène de tout le film. C'est-à-dire qu'ils se sont dit « Comment on va pouvoir toper la compétition de Pedro ?» Et voilà ce qu'ils ont trouvé. Jamie? C'est moi qui ai dit que l'image de synthèse était acceptable. Puis Sammy s'y met... Vous savez, s'il y a une raison d'avoir honte d'aimer ce film... Bon, les fétiches chelous de Gosnell étant passés, Sammy et Scooby se transforment en intello et gros tas de muscles à partir de la même potion. Logique. Oh, je me languis de mon ancien moi, occupé à courser les chats, à me lécher le derrière, à manger mon propre vomi. Merci pour cette image mentale. Les autres qui enquêtaient dans le coin, alertés par le bruit, arrivent et le cauchemar est terminé. Il y a souvent cette impression de la scène d'épreuve de tranchée à traverser dans les films de Gosnell. Oh, c'était presque aussi détonnant que ma première année de fac. T'es allé à la fac, toi? Et oui, je comprends exactement ce que ça sous-entend. L'équipe entre dans la tanière de la création monstrueuse où notre duo n'arrête pas en donnant accidentellement vie aux panoplies restantes. Quand Scoob enquête, c'est le top! Pour aussi forcé que c'est, je me demande surtout pourquoi le méchant ne l'a pas déjà fait lui-même. La bande doit fuir après que Fred se la pète. Il y en a pas que pour Daphné, merde! Et Sammy et Scooby tentent eux aussi de frimer un peu en se la jouant Tony Hawk avec des couvercles de poubelle. Et ce pipe, il déchire grave. C'est un autre truc que t'as appris à la fac? Et alors que le grand vilain et sa bande méphistophélique contrôlent la ville, nos héros partent se planquer dans leur ancien repère champêtre inconnu de tous. L'endroit parfait pour la séquence nostalgie. C'est mignon. Pas au point de vouloir voir tout un film centré sur ça, mais mignon quand même. En fait, c'est une phase émotionnelle de l'intrigue assez efficace, en particulier, bizarrement, avec... Ils ont pas besoin de nous pour trouver des solutions. Nous, on est des incapables. Ouais. Si seulement, une petite fois, j'arrivais à faire bien exprès. C'est une chose que je dois reconnaître à ces deux films, ce sont les premières adaptations à avoir vraiment essayé de me faire m'attacher à ces deux-là. Je vais le dire clairement, si j'apprécie la franchise Scooby-Doo, c'est très peu grâce à son personnage titre, et pas beaucoup plus pour son poteau attitré. Et même ici, ce sont les protagonistes les plus faibles pour moi. J'ai beau reconnaître à Matthew Lillard de sa dévotion au rôle et sa capacité à faire rire de bon cœur régulièrement. Oh, j'en avais besoin. Oh, bah de celui-là aussi. N'en rajoute pas, Scoob! Sammy et Scooby ont toujours été pour moi un boulet d'humour majoritairement simplet à se coltiner. Les andouilles de service confortent pour amuser la galerie. Là où les autres ont toujours proposé une dynamique plus stimulante, même dans la comédie. C'est presque le lourdeau d'obligation à se farcir à chaque itération. Mais je suis assez reconnaissant à ces films de chercher à aller un peu plus loin que ça. Oui, la moitié du temps, leurs interventions ne volent pas haut. Cependant, on essaye de leur créer un arc de considération personnelle sincère et l'émotion que ça veut véhiculer marche un petit peu. Vous êtes tellement libre. Vous n'avez jamais peur d'être vraiment ce que vous êtes. Le premier film n'est pas totalement en reste dans l'idée, mais c'est celui-ci qui parvient à leur donner un début de développement satisfaisant. Et me faire avoir un peu d'émotion pour un chien ahuri glouton et une parodie de hippie,
C'est un exploit notable. Bref, il reconfigure le panneau de contrôle de la machine à monstres pour inverser le processus, et il ne reste plus qu'à retourner dans la gueule du loup pour tout activer et sauver le monde. Et en toute franchise, presque tout ce qui reste est une bonne tranche de fun. Avec nos personnages qui luttent contre les différents monstres, des confrontations et suspens réussis, un mystère qui s'épaissit, comme comment cette green a réussi à survivre là, et globalement de l'action créative, amusante et satisfaisante. À quelques détails près. Faut dire que vous aviez pas encore fait de gag là-dessus, ça aurait été un manque. En détournant l'attention des monstres, Fred, Daphné et Vera laissent Sammy et Scooby avec la tâche de finir le boulot en héros pour que tout le monde arrive à la fin avant eux. Et ils courent sûrement dans tous les sens affolés sans savoir quoi faire. Légèrement un gâchis de mise en place, je trouve. Ils doivent alors se frotter à tous ces monstres. Mais honnêtement, le seul qui pose problème, c'est le flambeau goudron. Ouais, les autres sont un peu là pour le décor. Tout le monde se retrouve ainsi en mauvaise posture, et vous m'entendrez pas souvent dire cette phrase, mais Scooby-Doo est cool. Il est là, le chef. Vraiment, vous me ferez pas croire qu'il s'inspire pas de Tony Hawk. Bon, l'action classe, le final cartoon kitsch obligatoire et la réplique qui tue. Pour qui donc te prends-tu? Scooby Dooby Doo. Bitch! La situation est ainsi sauvée, le méchant est arrêté et se révèle être... C'est un des trucs qui rend le film sympa à revoir parce qu'on n'a pas amené ça n'importe comment. À chaque apparition du félon masqué, on a pris le temps de marquer quel est son complice caméraman sortait de la scène. Ce sont des détails cool à remarquer au second visionnage, en plus d'autres petits setup payoff plaisants. Et j'avoue être surpris qu'on ne soit pas parti sur la piste faussement trompeuse du méchant qu'on croyait mort sans preuve concrète, mais qui ne l'était pas. Ok, double révélation. C'est mieux que de le faire directement. Et la véritable identité de Ned, c'est... Ow! Ned! Cela étant, c'était quoi sa motivation à lui? Vous étiez un mec tout du long? Bien sûr, Doom Cop. Mais on s'est câliné. On va dire que c'était ça. Et grand numéro musical de fin parce que DreamWorks était populaire à l'époque. Et aussi ça a l'air de faire bander Gosnell. Les tares de ce film sont faciles à déceler, partant sur la facilité grossière à plusieurs moments. Mais il le fait en étant souvent amusant de façon simple et directe. L'humour fait majoritairement mouche, beaucoup de moments de personnages sont plaisants, l'action est fun, c'est coloré et les acteurs se donnent à fond dans leur rôle, parfois un peu trop. On retrouve une certaine passion à divertir là-dedans, naïve et bébête, mais une passion tout de même. Et même si ce ne sera certainement pas du goût de tout le monde, ce film possède un charme dans son délire qui me fait l'apprécier sincèrement. Pas un grand chef-d'œuvre, loin s'en faut, mais un divertissement léger parfait pour moi. C'était Mayolek, et sérieusement, vous devez trop regarder Mystère Associé, c'est de la balle.